All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Judge Ibanez Carranza, presiding. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Bonjour à tous. Tout d'abord, comme l'a demandé la section de la sensibilisation, le photographe peut maintenant prendre des photos pendant 2 minutes pour la publicité des débats. Est-il ici? Non? Nous l'invitons donc à rentrer dans le prétoire aux fins de publicité des débats. Maricela, mi micro no está funcionando, no escucho nada acá. No está funcionando esto. You have 2 minutes, please. Thank you. Vous avez 2 minutes, monsieur le photographe. Thank you very much. Je vous remercie. Madame le greffier, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience. Bonjour, Madame le Président. Situation en République du Mali. Affaire le procureur contre Alassane Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Référence de l'affaire ICC 0112-0118. Nous sommes en audience publique. Le président. Donc bonjour, je suis la juge Luz del Carmen Ibanez Carranza, président dans cet appel interjeté dans l'affaire le procureur contre M. Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Mes consoeurs et confrères dans cet appel sont les juges Chile Eboe-Osuji, le juge Howard Morrison, le juge Piotr Hofmansky et la juge Solomi Balongi Bossa. Tout d'abord, je tiens à demander aux parties et aux participants de se présenter au dossier. Commençons par la défense, s'il vous plaît. Bonjour, Madame le Président. Bonjour à tous dans ce prétoire. Je suis Melinda Taylor et je défends les intérêts de M. Alassane avec ma conseil fidèle, Marie-Hélène Proux, et nous sommes aidés par Guillaume Suzuki, Mohamed Youssef, Zaha Hirousei, Wahid Mahmoud et Dolly Challa. Et M. Alassane est avec nous dans le prétoire. Le Président, merci. Le bureau du procureur maintenant, Madame Brady. Bonjour, Madame le Président, je m'appelle Helen Brady et je suis ici avec M. Georges Maguana. Et nous travaillons à la section des appels. Le Président, merci. Les représentants légaux des victimes, maintenant, s'il vous plaît. Bonjour, Madame le juge. L'équipe de représentants légaux est composée de Maître Mayombo Kassongo, de Madame Biégué et Madame Laplage, qui sont le case manager, et de moi-même, Maître Nsita. Je vous remercie. Okay. Merci. Je vois que les représentants du Mali ne sont pas encore là, mais vont arriver bientôt. Donc, je vous remercie. Je tiens aussi à dire pour le compte-rendu que M. Al-Hassan est présent en ce prétoire. Aujourd'hui, la Chambre d'appel va donc rendre son arrêt dans l'appel interjeté par M. Al-Hassan
contre la décision de la Chambre préliminaire 1 du 27 septembre 2019, intitulée en français « Décision relative à l'exception d'irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l'affaire soulevée par la défense ». And in English, decision on the admissibility challenge raised by the defense for insufficient gravity of the case. Donc pour les raisons qui vont suivre, la Chambre d'appel rejette à l'unanimité l'appel interjeté par M. Al-Hassan et confirme donc la décision de la Chambre préliminaire. Je ne fais aujourd'hui que lire un résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel et ce jugement complet sera distribué aux parties et participants après cette audience. Alors, je vais d'abord rapidement rappeler l'historique de cet appel. Le 27 septembre 2019, la Chambre préliminaire a rejeté les arguments de M. Al-Hassan qui faisait valoir que l'affaire intentée contre lui n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une action par la Cour au titre de l'article 17.1d du statut. Et c'est justement cette décision qui fait l'objet de l'appel interjeté par M. Al-Hassan. La Chambre préliminaire, par la suite, a confirmé les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dont M. Al-Hassan est accusé. M. Al-Hassan a déposé son mémoire d'appel le 21 octobre 2019. Le procureur a déposé sa réponse le 12 novembre 2019. Les victimes et les autorités maliennes ont déposé leurs observations sur les questions découlant de cet appel les 19 novembre 2019 et 23 décembre 2019, respectivement. M. Al-Hassan soulève deux moyens d'appel. Au titre du premier moyen d'appel, M. Al-Hassan fait valoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur en adoptant, aux fins de la recevabilité, une définition trop large et erronée de l'affaire qui, de ce fait, a gonflé artificiellement la gravité de cette affaire sur la base de considérations qui n'avaient aucune pertinence. Au titre du deuxième moyen d'appel, M. Al-Hassan conteste l'exercice du pouvoir d'exceptionnaire de la Chambre préliminaire lorsqu'elle a évalué la gravité de l'affaire en négligeant, d'après la défense, d'attribuer suffisamment de poids à la nature de son comportement individuel. M. Al-Hassan demande donc à la Chambre d'appel d'infirmer la décision contestée et de déclarer que l'affaire n'est pas recevable par manque de gravité. Maintenant, je vais parler du critère de gravité tel qu'il est stipulé à l'article 17.1d du statut. Donc, avant d'étudier les arguments précis soulevés par M. Al-Hassan, la Chambre d'appel considère qu'il convient de donner sa propre interprétation de ce critère de gravité tel que stipulé à l'article 17.1d du statut. Pour des raisons expliquées en détail dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel considère que ce critère de gravité doit être évalué au cas par cas, en prenant en compte les faits spécifiques d'une affaire. Le but de ce critère est de rejeter de la saisine de la Cour toute affaire, assez rare d'ailleurs, où le comportement qui techniquement satisferait à tous les éléments d'un crime au titre relevant de la Cour est néanmoins de gravité marginale. En revenant sur les conclusions de la Chambre préliminaire contestées donc par M. Al-Hassan, la Chambre
d'appel s'est appuyé sur cette interprétation de l'article 17.1d du statut. On m'informe pour le compte-rendu que le représentant de l'État du Mali est maintenant présent dans la galerie. Est-ce que c'est bien le cas? Très bien, merci. Premier moyen d'appel. J'en arrive maintenant au premier moyen d'appel. Monsieur Alassane fait valoir que la Chambre préliminaire a ignoré la notion d'affaire au sens de l'article 17 et s'est appuyé sur des allégations de criminalité vagues et larges. Il soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur en s'appuyant sur les facteurs suivants. Allégations de criminalité inclus dans le document contenant les charges pour répondre aux éléments contextuels qui ne sont pas liés au comportement de M. Alassane. Allégations de criminalité qui ne satisfont pas les exigences de la norme 52 du règlement de la Cour s'agissant du crime de persécution. Et allégations de criminalité non identifiées contenues dans des demandes non divulguées émanant de victimes. S'agissant des allégations factuelles sous-tendant les éléments contextuels, la Chambre d'appel conclut, pour les raisons qui sont développées dans le jugement par écrit, que la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur en prenant en considération ces allégations dans son évaluation de la gravité, étant donné qu'elles font partie de l'affaire à l'examen. En l'espèce, il est clair que les circonstances de l'attaque alléguée n'ont pas été considérées d'une manière abstraite, mais au contraire à la lumière des crimes attribués à M. Alassane et étaient ainsi spécifiques à l'incident. De plus, la Chambre d'appel considère comme non fondés les arguments de M. Alassane relatifs à l'erreur qu'aurait commise la Chambre préliminaire en examinant la charge de persécution dans son évaluation de la gravité. La charge de persécution est dans une large mesure fondée sur les faits sous-tendant les chefs 1 à 12 qui décrivent des événements historiques définis dans le temps et dans l'espace et des victimes individuelles. De plus, le chef de persécution n'est que l'une des 13 charges portées contre M. Al-Hassane. S'agissant de l'affirmation faite par M. Al-Hassane que la Chambre préliminaire a commis une erreur en s'appuyant sur le nombre de victimes participantes, je vais d'abord traiter l'approche suivie par la Chambre d'appel quant aux critères pertinents aux fins de vérifier le seuil de gravité tel que visé à l'article 17.1d du statut. Je résumerai ensuite la conclusion de la Chambre d'appel sur cette question. De l'avis de la Chambre d'appel, les critères tant quantitatifs que qualitatifs sont pertinents pour déterminer la gravité. L'évaluation de gravité implique une évaluation globale de tous les critères quantitatifs et qualitatifs, y compris, dans une certaine mesure, des facteurs congruents pour la fixation de la peine d'une personne condamnée. Ceux-ci peuvent donner des orientations utiles aux fins de l'évaluation de la gravité. Des critères quantitatifs seuls, y compris le nombre de victimes, certes pertinents, ne sont pas déterminants pour établir la gravité d'une affaire donnée. Pour déterminer le nombre de victimes participantes
peut donner une indication de l'ampleur de la victimisation dans le contexte d'une affaire. La pertinence du nombre de victimes participantes afin d'évaluer le critère de gravité au sens de l'article 17.1d doit faire l'objet d'un examen au cas par cas. Quant aux arguments spécifiques soulevés par M. Al-Hassan, la Chambre d'appel note que le nombre de victimes, certes pertinent, n'a pas été déterminant dans l'évaluation de la Chambre préliminaire du critère de gravité au sens de l'article 17.1d du statut. Il n'est pas contesté que les faits sous-tendant les crimes allégués en l'espèce, tels que présentés par le procureur dans le document contenant les charges, impliquent 10 victimes directes de mariage forcé, esclavage sexuel et viol, 22 victimes directes de torture et mauvais traitements, 60 victimes directes condamnées en dehors de toute procédure régulière et la destruction de 10 bâtiments protégés. En outre, selon le procureur, le crime contre l'humanité de persécution a frappé l'ensemble de la population de Timbuktu et de sa région. Cette population inclut potentiellement plusieurs victimes indirectes non prises en compte par M. Al-Hassan. À la lumière de ce qui précède, et étant donné que la Chambre préliminaire ne semble pas avoir accordé de poids significatif au nombre de victimes participantes, il est clair que cette considération n'a pas constitué un facteur déterminant dans l'évaluation faite par la Chambre préliminaire, celle-ci n'étant qu'une des multiples considérations pertinentes, tant quantitatives que qualitatives, prises en compte. La Chambre préliminaire a notamment pris en compte la portée et la nature des crimes imputés, les répercussions des crimes allégués sur les victimes directes et sur la population de Timbuktu dans son ensemble, et en particulier les crimes de viol, esclavage sexuel et autres actes inhumains sous la forme de mariage forcé, la motivation discriminatoire des crimes qui auraient été commis contre la population de Timbuktu pour des motifs religieux et ou sexistes, la vulnérabilité de certaines victimes, l'allégation que les crimes en l'espèce ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et de grande échelle contre la population civile, le rôle significatif que le procureur attribue à M. Al-Hassan dans l'exécution des 10 crimes par le biais de sa contribution à la police islamique et le degré d'intention et de participation de M. Al-Hassan dans ces crimes. En conséquence, la Chambre d'appel ne conclut pas à une erreur. La Chambre d'appel, par conséquent, rejette le premier moyen d'appel. Deuxième moyen d'appel. J'en arrive maintenant au deuxième moyen d'appel. Dans ce second moyen d'appel, M. Al-Hassan soutient que, abusant ainsi de son pouvoir discrétionnaire, la Chambre préliminaire a commis une erreur dans son évaluation de la gravité en omettant d'accorder un poids satisfaisant à la nature de son comportement. Il prétend également que, en effectuant son évaluation, la Chambre préliminaire a accordé un poids excessif au nombre de chefs qui lui sont imputés. S'agissant de la nature du comportement individuel de M. Al-Hassan, la Chambre d'appel ne conclut pas à une erreur dans la Chambre préliminaire lorsque celle-ci
à évaluer le critère de gravité en prenant en compte le rôle que le procureur attribue à M. Alassane dans l'exécution des 10 crimes. Contrairement aux arguments déployés par M. Alassane, la Chambre préliminaire n'a pas pris en compte des notions abstraites ou des étiquettes relatives au comportement et rôle de M. Alassane. Elle s'est au contraire attachée aux allégations factuelles présentées par le procureur en appui de ses arguments relatifs à la contribution apportée par M. Alassane au crime. En outre, contrairement à l'argument de M. Alassane, le comportement décrit dans le document contenant les charges n'indique pas que sa contribution au crime était minime. De plus, pour des raisons développées en détail dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel considère que, bien que M. Alassane ait raison de dire que, dans la décision de confirmation, la Chambre préliminaire a estimé que M. Alassane n'avait pas apporté de contributions essentielles au crime, cette considération n'est pas pertinente pour le dispositif de cet appel. This is because, first, Et ce, parce que premièrement, étant donné que la décision de confirmation des charges a été rendue 3 jours après que la décision contestée a été rendue, les conclusions contenues dans cette décision ne peuvent être examinées. Deuxièmement, s'il est vrai que la question de la contribution essentielle est, conformément à la jurisprudence de cette Cour, pertinente pour établir la responsabilité au sens de l'article 25.3a du statut, en tant qu'auteur, cela ne signifie pas qu'en l'absence d'une contribution essentielle en tant qu'auteur, l'affaire n'est automatiquement pas suffisamment grave. Le statut reconnaît également d'autres modes de responsabilité pénale, comme la complicité, le fait d'encourager, etc., lesquels ne requièrent pas ce facteur de contribution essentielle. La Chambre d'appel rappelle, dans ce contexte, que selon les circonstances de l'espèce, la responsabilité pénale, au sens de l'article ou des articles 25.3 B, C et ou D du statut, pourrait être aussi grave, sinon plus grave, que la responsabilité au sens de l'article 25.3 A. J'en arrive maintenant aux arguments de M. Alassane selon lesquels la Chambre préliminaire a commis une erreur en accordant un poids excessif en nombre de chefs d'accusation qui lui sont imputés. Son argument principal est que la Chambre préliminaire n'a pas pris en compte le degré de chevauchement eu égard au comportement sous-jacent sur lequel la Chambre s'est fondée pour établir les différentes charges. À cet égard, la Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans l'examen de la Chambre préliminaire s'agissant du critère de gravité, de la nature et de la portée des crimes imputés. Il ressort clairement de la décision contestée que l'évaluation par la Chambre préliminaire a porté sur la nature et la portée des crimes imputés plutôt que sur le nombre de chefs d'accusation. Les deux facteurs constituent des facteurs pertinents eu égard à l'évaluation du critère de gravité au sens de l'article 17.1d du statut. En effet, en l'espèce, les crimes allégués ont mené à la violation de plusieurs droits humains fondamentaux, y compris l'intégrité physique et mentale des victimes et leur dignité humaine, notamment le droit humain à un procès équitable, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit humain de toutes les personnes privées de leur liberté d'être traitées de façon humaine et dans le respect de leur dignité inhérente, le droit à la liberté de pensée, la liberté de conscience et la liberté de religion,
et l'interdiction de la discrimination pour des motifs de religion ou de croyance. En outre, pour les raisons développées en détail dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel considère que le fait que les mêmes actes sous-jacents ont violé plusieurs dispositions du statut de Rome constitue donc une considération pertinente aux fins de l'évaluation du critère de gravité au sens de l'article 17.1d du statut. Par conséquent, la Chambre d'appel rejette le deuxième moyen d'appel. Enfin, dans un appel interjeté conformément à l'article 82.1a du statut, la Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou modifier la décision contestée. En l'espèce, étant donné que la Chambre d'appel a rejeté tous les moyens d'appel, car estimant que la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion que l'affaire à l'encontre de M. Alassane répond bel et bien aux critères de gravité au sens de l'article 17.1d du statut et que ces conclusions n'étaient pas déraisonnables et qu'ils ne constituaient pas une erreur d'appréciation, il convient alors de confirmer la décision contestée. J'en arrive maintenant à la fin du résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. Il ne me reste plus qu'à remercier les sténotypistes, les interprètes et les autres collaborateurs du greffe pour leur assistance précieuse aujourd'hui pour la tenue de cette audience. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.